Bonsoir et bienvenue dans BBC Info. Voici les titres de ce journal. Le premier sommet Russie-Afrique s'est terminé à Sotchi. La Russie a notamment promis d'annuler 20 milliards de dollars de dettes des pays africains. Au Royaume-Uni, l'enquête avance sur ce camion de l'horreur. Les 8 femmes et les 31 hommes retrouvés morts étaient des ressortissants chinois. Welcome to North Korea. Elle est la première femme noire à visiter tous les pays du monde et même la Corée du Nord fait partie des nombreuses destinations où Jessica Nabongo s'est rendue. Le grand forum économique Russie-Afrique qui marque le grand retour de Moscou en tant que partenaire important de l'Afrique vient de s'achever. À Sotchi, le président russe Vladimir Poutine a retrouvé ce matin ses hôtes africains, dont une quarantaine de chefs d'État, et a fait une annonce importante. Dans le cadre du partenariat Russie-Afrique, le Kremlin a promis d'effacer une partie de la dette des pays les plus pauvres d'Afrique, soit plus de 20 milliards de dollars. Devant ses convives, il a affiché l'ambition de son pays de doubler ses échanges économiques avec le continent dans les 5 prochaines années. L'Afrique, selon le Kremlin, présente de très bonnes perspectives de développement avec un énorme potentiel de croissance. Et ce sommet Russie-Afrique est à bien des égards une vitrine pour l'industrie de l'armement russe. De grands noms comme Kalachnikov ont présenté toute une panoplie d'armes, des fusils d'assaut dernière génération, des systèmes de défense antiaériens, mais aussi des programmes de reconnaissance faciale. Selon les estimations pour les armes et équipements militaires, l'Afrique représente 40% du volume du portefeuille des commandes passées en Russie. Et d'ailleurs, l'un des pays les plus séduits par cette exposition d'armes à Sotchi est la République centrafricaine. Le pays est sous embargo onusien, mais a besoin de s'armer dans le cadre de la reconstruction des forces militaires et pour la sécurisation de son territoire. Le président Faustin Touadéra a indiqué cela à son homologue russe. La Russie fournit à la République centrafricaine une aide énorme dans le domaine militaire, en contribuant à former des militaires pour les forces armées centrafricaines, moderniser les FACA, former les gendarmes et des policiers. Nous espérons que la Russie continuera à assurer la formation des militaires, y compris des officiers, pour l'armée dans les universités militaires en Russie. Nous croyons que les partenaires russes nous livreront aussi des moyens létaux au-delà de 14,5, ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes, les véhicules de combat d'infanterie, des mortiers et d'autres artilleries permettant la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Et pour vous en dire plus, nous retrouvons depuis Paris Jean-Claude Félix Tchikaya, expert en politique africaine. Bonsoir Monsieur Tchikaya, quels sont les premiers enseignements que vous pouvez tirer de ce premier sommet Russie-Afrique ? Ce qu'on peut dire que c'est un retour fracassant sur le plan géopolitique et géostratégique. Sur le plan géopolitique, il y avait plus de 47 chefs d'État, 54 délégations, donc tous les pays d'Afrique étaient représentés, d'Alger jusqu'au Cap. C'est pas seulement un retour, parce que la Russie était déjà présente, avec un reflux après la tombée du mur. Donc là, il revient fort sur le plan géostratégique, notamment avec des égards sur des pays instables comme la RCA ou la RDC et autres. Ce sont des pays instables, des pays appauvris, mais ce ne sont pas des pays pauvres. Comme l'Afrique, tous les indicateurs démontrent que c'est un continent pauvre, mais plutôt appauvri, car c'est le continent le plus riche du monde. On a beaucoup parlé... Oui. On a beaucoup parlé, Monsieur Tchikaya, d'armes avec des expositions de Kalachnikov. L'armement serait-il donc le principal axe de la relation entre Moscou et le continent ? Oui, dans un mouvement réciproque, pas seulement l'armement, mais l'armement parce que bien des pays en Afrique, devant différents affres et ennemis, mais veulent aussi avoir une souveraineté en termes de défense et ne pas avoir seulement comme pourvoyeur donc l'Occident ou autre lieu et échanges commerciaux en termes d'armes.
femmes. Donc il y avait un espace, une faille, et la Russie revient assez fortement. Elle était donc de ce point de vue assez présente en Égypte, au Soudan et dans d'autres territoires africains et notamment RCA. Et là, donc ils vont même nucléariser l'Afrique. Donc le nucléaire va arriver en Afrique par la porte russe. Donc c'est un retour fracassant de la Russie. On peut dire que le sommet, le premier, Russie-Afrique, a réussi au moins à réunir l'ensemble des pays africains avec 47 chefs d'État qui semblent satisfaits de ce premier rendez-vous. Maintenant, la géopolitique des peuples africains. Merci Jean-Claude Félix Tchikaya. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Paris. Dans l'actu également, la police britannique a de nouveaux éléments sur les 39 personnes retrouvées mortes hier dans un camion frigorifique dans l'Essex. Il s'agit de ressortissants chinois, 8 femmes et 31 hommes. Le chauffeur du camion, Mo Robinson, a été arrêté pour meurtre. Une enquête d'envergure est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame qui a provoqué horreur et indignation dans le pays. Pierre-Antoine Denis. Un moment de silence pour 39 étrangers. Les locaux vivant à proximité de la scène sont venus se recueillir pour les dizaines de ressortissants chinois retrouvés morts juste après leur arrivée en Grande-Bretagne. Leur désespoir montre que la société dans laquelle nous vivons n'est pas juste quelque part. Ça fait mal, rien que de penser aux gens qui étaient dans le camion, en train d'essayer de trouver une nouvelle vie et qui n'ont malheureusement pas réussi. Le camion frigorifique immatriculé en Belgique a quitté les lieux dans la soirée de mercredi afin de procéder à l'identification des corps. Ils seront enlevés un par un, en privé et avec dignité. 31 hommes et 8 femmes est le début d'un processus d'identification qui risque d'être long et complexe. Selon les autorités belges, le conteneur est arrivé au port de Zeebrugge mardi après-midi. Plus tard, il s'est rendu de l'autre côté de la Manche pour l'Angleterre. Et c'est vers minuit qu'il est arrivé à Purfleet, un port de l'est de l'Angleterre. Vers 1h du matin, le conteneur est récupéré par un camion et une demi-heure plus tard, une ambulance découvre les corps des 39 adultes. Ici en Angleterre, cette horrible nouvelle rappelle un autre incident, il y a près de 20 ans, où 58 migrants chinois furent retrouvés morts dans un conteneur dans le grand port de Douvres. Il avait alors fallu des mois pour identifier tous les corps. Depuis, les autorités ont durci leurs checks dans les grands ports, mais selon certaines critiques, des ports plus petits, comme celui de Purfleet, restent vulnérables. Il n'y a tout simplement pas assez d'efforts en termes de sécurité. Nous devons travailler beaucoup plus avec les Européens. Mais il y a un problème avec le Brexit. Jusqu'à quel point pouvons-nous influencer certaines des choses qui peuvent être faites justement pour essayer d'empêcher ces choses de se produire ? Une chose est sûre, l'horreur de Grace vient de lancer une enquête internationale aussi gigantesque que complexe. BBC Info se poursuit avec le reste de l'actualité en bref et en images. Suspense toujours au Botswana, le pays attend les résultats des élections d'hier. Un scrutin qui pourrait mettre fin au règne sans partage du parti au pouvoir depuis l'indépendance. À la tête du pays depuis 1966, le Parti démocratique du Botswana, le BDP, du président sortant Mokgweetsi Masisi est menacé de perdre sa majorité absolue au Parlement. Bonne nouvelle pour le Togo et le Nigeria. Les deux pays ouest-africains figurent dans le top 10 des pays réformateurs au monde, selon le classement Doing Business paru ce jeudi. Le Togo s'est notamment distingué pour ses réformes visant à réduire les frais de permis de construire. Et le Nigeria, entre autres, pour avoir amélioré le commerce transfrontalier. Et cette victoire contre la polio, la souche 3 du virus a définitivement été éradiquée. La souche 2 a disparu en 2012. Seul son troisième agent, la souche 1, court encore au Pakistan et en Afghanistan. Mais cette annonce officialisée aujourd'hui, Journée mondiale contre la polio, est ternie par le risque lié à la distribution du vaccin dans plusieurs pays. Pour le grand angle de ce journal, je vous propose de partir en voyage, pas avec moi, mais plutôt en compagnie d'une globe-trotteuse de l'extrême. Son nom, Jessica Nabongo. Elle fait partie de notre sélection des 100 femmes les plus inspirantes de l'année. Jessica est en effet devenue la première femme de couleur à visiter tous les pays du monde. Lors de sa dernière étape aux Seychelles, la BBC l'a rencontrée. Bienvenue en Corée du Nord.
Je suis américaine et ougandaise et je viens juste d'atteindre mon objectif qui était de visiter tous les pays du monde. Beaucoup de personnes doivent regarder mon Instagram en se disant #goals. Mais avant que je ne commence ce périple, j'ai travaillé, j'ai économisé et voyager a été ma top priorité pendant plus de 20 ans. Pendant mes voyages, j'ai utilisé mon passeport ougandais, je crois pour une quarantaine de pays, et j'ai voulu utiliser ce passeport pour montrer que même si on ne peut pas aller dans certains pays sans visa, arriver à visiter une quarantaine de pays, c'est déjà beaucoup, parce que la plupart des gens n'iront jamais visiter autant de pays de toute façon. Je conseillerais de se focaliser sur les pays que vous pouvez visiter sans visa, quel que soit votre passeport. Mais il faut reconnaître qu'avoir le bon passeport change la donne. C'est sûr qu'avoir un passeport américain m'a beaucoup aidé, mais avoir un passeport ougandais aussi m'a aidé. As well. Vous savez, le fait que je n'ai pas de cheveux, que je porte du rouge à lèvres, fait qu'on me remarque vraiment dans la plupart des pays. Je me souviens qu'en Ouzbékistan, il y avait des milliers de personnes qui me prenaient en photo. Même si cela a fini par m'agacer, je devais aussi comprendre le contexte dans lequel j'étais. En Ouzbékistan, ils ont peu de touristes noirs, hommes ou femmes. En Inde, au Taj Mahal, il y avait la queue pour me prendre en photo. Cela peut être un peu fatigant car après tout, on est tous des êtres humains, on n'a pas envie d'avoir l'impression d'être dans un zoo. Mais c'est vraiment important de comprendre le contexte et le fait que dans certains pays, des personnes n'ont jamais vu de noir de toute leur vie. Je crois que l'on vit une période très étrange. Quand on regarde les médias, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, on peut avoir l'impression que tout le monde se déteste. De mon expérience, je peux dire que la plupart des gens ne sont ni racistes, ni misogynes, ni homophobes, ni un truc dans le genre. Ce dont on doit se souvenir, même lorsque les choses tournent mal. On doit se souvenir que la plupart des gens sont bienveillants. L'autre leçon apprise, c'est que nous sommes assurément plus semblables que nous sommes différents. Peu importe notre nationalité, notre race, notre sexe ou notre statut économique. Nous sommes tous des êtres humains et nous devons penser que l'autre est comme un voisin qui habiterait juste un peu plus loin. Les sports maintenant, et on va commencer avec cette nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs, Emmanuel. Oui, tout à fait. Alors cette nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs va remplacer en fait la Coupe des confédérations, une épreuve réservée, je le rappelle, aux équipes nationales. Ce mondial des clubs New Look aura lieu tous les 4 ans. La première édition, ce sera en 2021 en Chine et cette compétition rassemblera 24 équipes, dont 8 équipes européennes, 8 clubs européens. On ne connaît pas encore la répartition en ce qui concerne les autres continents. Une décision historique, un rêve d'enfant, a déclaré Gianni Infantino, le président de la FIFA. Oui, mais ce rêve risque d'être un petit peu ruiné peut-être par l'association des clubs européens qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle boycottera cette nouvelle compétition prévue pour la fin de la saison. Je vous rappelle également que l'actuelle Coupe du Monde des clubs a lieu, elle, tous les ans. Elle aura lieu d'ailleurs au Qatar cette année et l'an prochain et qu'elle ne rassemble pour le moment que 7 clubs. On va passer à l'actualité du foot sur le terrain, bien sûr, avec hier soir la 3e journée de la phase de poule en Ligue des Champions. Et Liverpool, le champion d'Europe en titre, s'en est bien sorti en Belgique contre Gand. 4-1, avec un doublé de Oxlade-Chamberlain et puis un but des inévitables. D'abord Sadio Mané et Mohamed Salah, qui ont bien combiné d'ailleurs ensemble pour faire mouche. Chelsea s'en est sorti d'extrême justesse à Amsterdam face à l'Ajax, battu 1-0 à domicile, donc un but de Michy Batshuayi à la 86e minute. Batshuayi, l'attaquant international belge, joker de luxe. Et puis on va terminer avec la balle au panier et la NBA bien sûr, et cette défaite pour les Celtics de Boston, l'équipe de Taco Fall, qu'on avait vu hier, mais c'est vrai que la nuit dernière, il n'a pas joué Taco Fall. C'était dans la salle de Philadelphie qui a battu Boston 107-93. Et puis victoire à l'arraché après prolongation de Minnesota dans la salle de Brooklyn. Et ce malgré 50 points de Kyrie Irving, Nicolas. Merci Emmanuel et merci à vous de nous avoir suivis, notamment Burkina Faso sur TVZ. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.